orphelins, nous vous prions. Prenez soin d'eux. Ce dimanche 1er mars, célébration de la journée africaine de l'alimentation. Le thème retenu pour l'édition de cette année est promouvoir des repas nutritifs pour assurer le bien-être et la réussite scolaire des enfants. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savani. Nous allons ensemble faire un tour dans les services publics pour constater si changements il y a durant ce mois de Ramadan dans la conduite des affaires. Malgré le réaménagement des horaires de travail par le gouvernement, nous avons constaté un ralentissement ou disons une baisse du volume de travail dans certains lieux. Nous serons avec Fanta Mamanietaou. La région de Ménaka amorce un tournant majeur dans son développement. Grand chantier en marche avec la construction du gouvernorat, de la préfecture et de la mairie. Plus de 9 milliards de francs CFA. C'est le coût global de ces réalisations qui vise à redonner espoir aux populations et foi aux autorités de la transition. Deuil national de 40 jours décrété à Téhéran par le gouvernement après l'annonce de la mort de Ali Khamenei. Le Moyen-Orient retient son souffle. Quelles seront les conséquences régionales et internationales de cet événement? L'évolution de la situation et les scénarios possibles avec Garibou Pérou dans ce journal. Le maestro Bonkana Maïga conduit en sa dernière demeure aujourd'hui dimanche 1er mars. Figure emblématique de la musique mandingue et pionnier de l'afro-cubaine malienne, a été accompagné par une foule nombreuse au cimetière de Faladje. Le pays reconnaît en lui un pas important de la culture malienne qui s'en est allé à jamais. Bienvenue aux informations. Bonsoir à tous. Célébration ce dimanche 1er mars de la journée africaine de l'alimentation dans l'école fondamentale de la commune rurale de Djalakourou, cercle de Muntugula. Le thème retenu pour l'édition de cette année est promouvoir des repas nutritifs pour assurer le bien-être et la réussite scolaire des enfants. Aujourd'hui, l'État malien et ses partenaires appuient 22 095 cantines scolaires pour environ 700 000 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savani, était un reportage signé par notre envoyé spécial, Djema Moussa Konati. À travers la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire, les autorités scolaires veulent accentuer la sensibilisation sur l'importance des cantines scolaires. Leviers essentiels du bien-être de l'élève, les cantines scolaires soutiennent le développement de l'enfant et contribuent à son maintien à l'école afin d'améliorer les résultats scolaires. Pour les autorités scolaires, investir dans les cantines scolaires, c'est investir dans le capital humain. L'importance des cantines scolaires n'est plus à démontrer, car de leur mise en place à nos jours et conformément à leurs objectifs, les rendements scolaires se sont beaucoup améliorés dans notre circonscription. Le programme national d'alimentation scolaire a pour objectif favoriser un accès équitable des filles et des garçons, favoriser les rétentions des enfants à l'école, en particulier celle des filles, renforcer les capacités des communautés bénéficiaires. Elle est un levier puissant pour améliorer la fréquentation scolaire, lutter contre l'abandon, renforcer la concentration des élèves et garantir le meilleur résultat académique. En 2025, plus de 5 milliards de francs CFA ont été investis par l'État dans l'alimentation scolaire. Cet engagement financier traduit la volonté ferme des autorités de garantir des repas chauds et nutritifs aux élèves. En 2025-26, 2995 cantines scolaires opérationnelles et sont appuyées par l'État et ses partenaires sur l'ensemble du territoire. Au nom du gouvernement,
j'exprime ma gratitude à tous les partenaires. La journée a été marquée par la présentation d'un sketch sur l'importance des cantines scolaires, la remise des ustensiles de cuisine au comité de gestion scolaire de l'école, la visite du magasin de stockage de la provision de la cantine et le partage de plats avec les élèves ont mis fin à cette journée. L'entrepreneuriat des jeunes face aux défis du financement au cœur d'une conférence débat placée sous les signes de la rupture et de l'action collective. Une initiative de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali en ce mois béni de Ramadan. C'était autour d'un repas collectif de rupture de gêne. Moussa Kamara, Abdoulaye Samaki. À l'initiative de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, la conférence débat a favorisé un dialogue franc entre porteurs de projets et institutions financières. Pour sa présidente, l'objectif est clair, favoriser une prise de conscience collective et amorcer un véritable changement du paradigme. Pour sa présidente, l'objectif est clair, favoriser une prise de conscience collective et amorcer un véritable changement de paradigme. À la conférence, nous avons fait un choix clair, ne plus seulement observer, ne plus seulement dénoncer, mais agir et provoquer le changement. Cette conférence n'est pas un événement de plus, c'est un appel à la responsabilité collective. À vous, décideurs, institutions et partenaires, la jeunesse n'attend pas des discours, elle attend des solutions. Les panélistes ont identifié les principaux défis des jeunes entrepreneurs. Manque de fonds propres, faible bancarisation, méconnaissance des dispositifs d'appui et faible structuration des projets. Pour ce faire, les conférenciers donnent des pistes de solutions. C'est l'occasion vraiment de comprendre un peu toutes les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes en matière d'accès au financement, en matière de montage de projets et toutes les contraintes aussi que ceux qui sont censés accorder ce financement-là rencontrent lorsqu'elles sont face à des jeunes qui veulent accéder à du financement. Donc c'est ce débat pour comprendre la réalité du secteur, la réalité du terrain, venant des acteurs du patronat mais aussi des acteurs de la chambre de commerce. Les jeunes juste là, méfiants, ont trouvé rassurant les réponses directes pour bénéficier des financements. Il y a des spécificités qui concernent les jeunes qui méritent d'être traitées. Il y a des problèmes de façon plus générale qui existent. Le coût de l'argent, j'en ai dit, la question de garantie, ça concerne tout le monde. La question du fait que l'absence de fonds d'investissement sur le long terme, ça concerne tout le monde. Mais à côté de ça, il y a des spécificités beaucoup plus jeunes sur comment lever ces obstacles par la fiscalité, par la commande publique, par l'éducation financière, par l'encadrement, par la formation. Ces spécificités-là sont ressorties dans nos débats. La rencontre s'est clôturée par une rupture collective du jeune, symbole d'unité et d'engagement de la jeunesse, à transformer les défis du financement en opportunités. Ministre Kakene à Gao, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne échange avec ses interlocuteurs dans un dialogue franc et constructif pour le renouveau du Mali. Compte rendu Sambaré Aïdara à Idrissa Maïga. Ministre Kakene est une initiative du département en charge de la jeunesse et des sports qui vise à rapprocher les dirigeants aux populations à travers des échanges de proximité. Les structures de l'État aujourd'hui ont des missions très claires. Ce sont des instructions qui nous viennent. Et ce ne sont pas que les gouverneurs, les ministres sont dans la même dynamique. On nous dit de sortir de nos bureaux. Nous sommes obligés de sortir. Donc il est important aujourd'hui de comprendre que la dynamique a complètement changé. Et c'est à tous les niveaux. Ce débat citoyen a été très apprécié par les différents intervenants. Votre présence à nos côtés aujourd'hui est un signal qui témoigne de l'intérêt constant que vous portez à la jeunesse et plus particulièrement à celle du Gao. Les questions ont été posées et le ministre a pu répondre directement et les questions ont été sans tabou. C'est une opportunité pour bon nombre de jeunes qui n'ont jamais rencontré le ministre et qui ont eu cette opportunité d'échanger directement avec lui. Et lui, je sais qu'il va remonter l'information aux plus hautes autorités. Le ministre Fomba a saisi l'occasion de cette rencontre citoyenne pour décliner la vision de nos plus hautes autorités. Le président de la
Transition a déclaré 2026 année de l'éducation et de la culture. Le message est très clair. Aujourd'hui, nous devons bâtir sur l'éducation. L'éducation dans nos familles, l'éducation dans la communauté, l'éducation à l'école. En fin de rencontre, le ministre Fomba a invité les uns et les autres à s'investir davantage pour qu'ensemble, nous bâtissons le Malikoura. Sonkalo Solidarité à Kita, chrétiens et musulmans ensemble dans l'unité. C'était dans la paroisse catholique et à Taoudeni, remise d'une importante quantité de vivres. Retrouvons Nadjim Baba Sissé et Mahamadi Aliou Bari. C'est une rupture collective de jeûne et de carême, pas comme les autres dans la paroisse de l'église catholique de Kita. Chrétiens, musulmans, leaders religieux du Haut Conseil islamique, autorités administratives et responsables des services publics ont partagé ensemble le kenkeliba chaud et autres plats de rupture de jeûne. Il s'agit d'une rupture combinée musulman pour le ramadan et le carême pour les chrétiens. Au tout début, le gouvernement a fait œuvre de dons de denrées aux différentes communautés religieuses et toutes les couches sociales pour mieux observer les jeûnes musulmans et carême chrétiens. Ici, chrétiens et musulmans rompent ensemble le jeûne, honorent le gouvernement et démontrent combien il importe de se donner la main pour se marier. Qui dit Sonkalo Solidarité dit union. Il faut que nous nous donnions la main et que nous continuions à prier pour la paix au Mali. L'exécutif régional a saisi ces moments propices pour inviter les fidèles musulmans et chrétiens de Kita à vivre dans la communion et la solidarité. Les chrétiens ont commencé le 18, les musulmans ont commencé le 18. Après les calculs des scientifiques, je trouve que c'est un message fort, un message d'unité et d'amour que Dieu nous envoie à tous les hommes et particulièrement aux chrétiens et musulmans de s'aimer dans la vérité et se donner la main pour être nous tous artisans de paix pour un monde meilleur. Kita est une terre de chrétienté et une terre d'islam en même temps. Cette cohabitation qui a toujours été pacifique l'ont manifesté aujourd'hui vendredi saint en faisant la rupture de carême chrétien et de ramadan musulman ensemble et en même temps devant l'église sur l'invitation du curé de Kita. Ceci, je disais, est une symbolique de paix, de coexistence pacifique, de pardon et de mutualité des efforts. C'est pour nous une très grande occasion de rappeler ici que ceci est le combat des plus hautes autorités. Faire en sorte que le tissu social soit soudé. Les autorités de Kita ont exprimé leur joie et leur fierté face à cette coexistence religieuse exemplaire. Des bénédictions conjointes chrétiennes et musulmanes ont mis fin à la rupture collective. Les autorités de la transition viennent de mettre à la disposition des populations de Taoudeni 20 tonnes de riz dans le cadre de l'opération Sonkalo Solidarité. La remise s'est déroulée en présence des préfets des 6 cercles sous la présidence du directeur de cabinet. 20 tonnes de riz ont été mis à la disposition de la région de Taoudeni et qui seront distribuées gratuitement et qui visent à apporter un appui aux fidèles musulmans et chrétiens à la prise en charge des dépenses du mois de carême, mois de solidarité et de partage. Tout en remerciant les hautes autorités pour l'initiative, le porte-parole des préfets rassure qu'une répartition équitable sera faite aux différents bénéficiaires qui sont les couches vulnérables, les communautés musulmanes et chrétiennes de la région. Nous sommes très ravis, très contents. Cette donation serait utilisée à bon escient et nous prenons l'engagement que cette donation va arriver aux bénéficiaires proprement dit. Pour rappel, l'opération Sonkalo Solidarité est à sa 3e édition et se déroule sur l'ensemble du territoire national. Comme je vous l'annonçais tantôt, partons faire un tour ensemble dans les services publics pour constater si changement il y a durant ce mois de Ramadan dans la conduite des affaires. Malgré le réaménagement des horaires de travail par le gouvernement, nous avons constaté un ralentissement ou disons une baisse du volume de travail dans certains établissements. Est-ce que ces changements impactent-ils sur le rendement? Nous sommes avec Fantama Magnétao, élément de réponse. Il est 9h du matin. Nous sommes à l'agence malienne de presse et de publicité, la MAPA. Dans les couloirs de la structure, le silence domine. La charge de travail semble réduite. Pourtant, les services essentiels, eux, restent bel et bien assurés. Derrière cette apparente accalmie, l'administration continue de tourner.
Au niveau de la MAP, il y a l'administration, il y a la rédaction. Au niveau de la rédaction, le travail, il n'y a pas beaucoup d'impact parce que le travail au niveau de la rédaction, c'est surtout dehors. Ce n'est pas un travail de bureau. Donc les gens ont la latitude de venir. Quand il n'y a pas de reportage, les gens ont la latitude de venir à l'heure qu'ils veulent. Le plus important est de faire le travail pendant la journée et de terminer avant la rupture du jeûne. On n'a pas de gros problème. Tout le travail se fait comme en temps normal, sauf que les gens ne viennent pas souvent à l'heure indiquée. Direction le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Là où la majorité du personnel est composée de femmes. Contrairement aux idées reçues, Ramadan n'a pas désorganisé la structure. L'accueil est assuré, les dossiers traités et les missions poursuivent avec la même rigueur. Le Ramadan, on va dire que ça n'a rien changé chez nous pratiquement, parce que le ministère, dont la majorité est femme, nous travaillons déjà ainsi, parce que toutes les femmes pratiquement préparent à manger avant de venir au bureau. C'est ce qui est là d'habitude. Et avec le Ramadan, c'est pratiquement la même chose. Nous préparons avant de venir et à la descente, on rentre rapidement pour terminer ce que nous avons commencé avant de venir. Pratiquement, ça n'a rien changé parce que nous avons des objectifs à atteindre et dans un temps bien déterminé et nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Même son cloche au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Le secrétaire général se veut rassurant. Globalement, aucun changement majeur n'est signalé. Les équipes se sont adaptées aux horaires sans que cela n'affecte la performance ni la continuité du service public. Globalement, ça se passe très bien au ministère. Je pense que généralement, on est habitué à ce réglage horaire pendant le mois de Ramadan. Donc, en tout cas, au niveau du ministère de la Communication, je n'ai pas senti un dérangement par rapport non seulement à l'assiduité des travailleurs, mais aussi à leur présence au niveau des postes de travail. Du côté de l'AGETIC, le constat est nuancé. Le directeur reconnaît un léger ralentissement du rythme de travail. Toutefois, l'essentiel des activités est maintenu. Seule particularité, certains employés préfèrent quitter un peu plus tôt afin de préparer l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Une organisation interne qui reste maîtrisée et sans incidence majeure sur la productivité globale. Globalement, le Ramadan n'a pas beaucoup d'effet au niveau de l'AGETIC. Surtout ici, nous avons déjà l'habitude. L'AGETIC, c'est une structure qui, nos services sont en ligne 24 heures sur 24. Parce que nous avons l'habitude de faire la rotation des équipes. On est organisé dans ce sens-là. Donc le Ramadan n'a pas beaucoup d'effet. Pour accompagner cette période particulière, les horaires ont été réaménagés dans l'ensemble des services publics. Du lundi au jeudi, la journée s'étend de 7h30 à 16h30, avec une pause de 30 minutes. Le vendredi, les administrations fonctionnent de 7h30 à 12h30, sans pause. Un ajustement qui, loin de freiner l'activité nationale, vise avant tout à préserver le bien-être des agents publics. Car si le rythme change, l'engagement, lui, demeure intact. Sunkalo Solidarité, Madame le ministre en charge de la promotion de la femme ne pouvait la tenir son opération qu'auprès de braves dames. Diara Djeneba Sanogo a rompu hier vendredi son jeûne avant-hier vendredi son jeûne aux côtés des femmes du marché de Bakodjikoroni. L'instant fut également marqué par la remise d'un lot de vivres aux plus démunis du site, nous dit Mariam Koulibaly. Témoignage d'une attention particulière à l'écoute de ses sœurs. Ce vendredi après-midi, le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille prend place aux côtés des femmes du marché de Bakodjikoroni pour partager avec elles ce moment de solidarité de la rupture du jeûne. Sur place, l'hôte du jour s'imprègne du quotidien de ces marchandes engagées et unies à travers un dialogue franc et constructif.
Je suis là ce soir dans le cadre de la rupture corrective des jeunes. Depuis ma venue à la tête du département de la promotion de la femme, les autorités ont instruit d'aller vers toutes les couches, dans les marchés, au niveau du monde rural, partout où les femmes se trouvent, donc d'aller les rencontrer, se faire connaissance et puis prendre leurs préoccupations et puis essayer de voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de vie des Maliennes. De telles rencontres ne peuvent susciter que de la joie. Ainsi, les vedettes du jour, non moins les vendeuses de tomates, d'oignons, de pommes de terre et bien d'autres condiments, s'estiment honorées et fiers par la présente action, certes simple, mais très significative. Cela fait 42 ans que je suis dans ce marché. On n'a jamais vu une telle action que vient de nous témoigner Madame le ministre en charge de la promotion de la femme. Nous ne pouvons que remercier les autorités et prier pour la paix et l'unité dans le pays. Pour rendre le moment plus agréable, le ministre a remis un lot de vivres aux plus démunis du site, majoritairement des veuves qui supportent les charges familiales. Ramadan toujours, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine prend part à la grande prière de vendredi couplée au tafsir. C'était à la grande mosquée du village de la francophonie de Niamey. Toudjani Oumaou et Astou Djibrila étaient sur place. Le Ramadan, mois sacré et béni, mois de prière, de dévotion, de bonté et de solidarité, est la période de l'année durant laquelle les fidèles musulmans multiplient les bonnes actions afin de renforcer leur foi envers Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui. Pour le 10e jour de ce mois coïncidant avec les jours saints du vendredi, le Premier ministre, accompagné des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont pris part à la prière sacrée du vendredi au sein de la grande mosquée du village de la francophonie. Objectif, saisir cette occasion pour prier afin que Dieu le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, continue de protéger le Niger ainsi que les autres pays de l'AES contre les forces du mal. Cette prière sacrée du vendredi a enregistré également une forte participation des fidèles musulmans de Niamey, convaincus que les prières et les invocations sont des armes puissantes contre toute oppression et d'où qu'elles proviennent. Ils ont ensemble, dans la communion des cœurs et des esprits, prié en faveur de la paix, la quiétude et la sécurité au Niger et dans l'espace AES. Après la prière, une fatia a été dite afin que Dieu descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger, son peuple et ses dirigeants. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a par la suite assisté au tafsir, ou traduction du Saint-Coran, de ce 10e jour du mois béni de Ramadan. Et au Burkina Faso, l'Académie de police a 10 ans. Conférence publique, hommage aux anciens et partage d'expériences sont les moments forts de cette célébration. Salif Belem et Jean-Modeste Ouidrago pour le compte-rendu. Toute la haute hiérarchie policière réunie dans une même salle. Officiers supérieurs, commissaires, directeurs centraux, partenaires institutionnels, l'image est forte. Celle d'une institution rassemblée autour de son creuset, l'Académie de police. Dans une atmosphère solennelle, empreinte de sobriété, l'Académie célèbre ses 10 années d'existence. 10 ans au service de la formation du personnel de la police nationale, 10 ans à forger des cadres appelés à commander, à décider et à agir dans un contexte sécuritaire en constante évolution. On perçoit en tout cas une excellence dans le travail, donc dans tous les domaines de la police nationale. Ce personnel issu de l'académie donne entièrement satisfaction et je pense qu'aujourd'hui notre police nationale est classée comme la première police en Afrique et je crois que cela est dû à l'excellence du travail abattu ici. Si vous voulez des résultats sur le terrain, il vous faut des hommes très bien formés, des hommes
femmes qui ont du savoir-faire et du savoir-être de haute qualité. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'académie de police. Face aux menaces multiformes et à la complexité croissante des défis sécuritaires, l'heure est aux réformes. Désormais, l'accès à l'académie de police ne repose plus uniquement sur le concours professionnel. Les prouesses réalisées sur le théâtre des opérations pourront également ouvrir les portes de cette institution d'excellence. Il s'agit ici de pouvoir tendre une embuscade, de neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser du matériel. Ou bien d'assiéger une base terroriste, de neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser du matériel. Dès que cela est fait, alors vous pourrez bénéficier. J'utilise bien le conditionnel parce qu'il y a un comité qui est mis en place pour examiner. Vous pourrez bénéficier d'un avancement de corps supérieur et qui vous permet d'accéder à l'académie de police avec une formation très adaptée et accélérée pour vous permettre de repartir sur le théâtre des opérations et faire preuve également d'autres résultats. Même vision pour le directeur général Lassina Traoré. Ici, l'excellence demeure la boussole. Et pour marquer cette décennie, un programme riche est déployé. Conférences thématiques, partage d'expériences et hommages rendus aux anciens responsables de la police nationale. Moi, j'interviens à l'académie de police dans un module intitulé Management, Leadership et Commandement opérationnel. Donc, ça veut dire que les 10 promotions qui sont passées, que ce soit commissaire ou officier, j'ai eu la chance de les approcher. Académie de police, 10 ans au service de la formation des cadres de la police nationale, défis et perspectives. C'est le thème retenu pour cette célébration. Un regard sur le chemin parcouru, mais aussi sur les ambitions de cette institution. En guise de symbole, un arbre mis en terre, un geste fort, porteur d'espoir. Comme pour rappeler que l'Académie, après 10 années d'existence, entend continuer à grandir au service de la nation. Deuil national de 40 jours décrété à Téhéran par le gouvernement après l'annonce de la mort de Ali Khamenei. Le Moyen-Orient retient son souffle. Quelles seront les conséquences régionales et internationales de cet événement, l'évolution de la situation et les scénarios possibles? C'est avec Garibou Pérou. À la télévision iranienne, un présentateur, la voix brisée par l'émotion, annonce la mort du guide suprême de la République islamique d'Iran. Au pouvoir depuis 36 ans, il serait décédé à l'âge de 86 ans. L'annonce, telle confirmée, marquerait un tournant historique pour l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient. Plus tôt dans la journée de dimanche, le président Trump avait déclaré publiquement la mort du guide suprême. Il l'avait qualifié de l'une des figures les plus maléfiques de l'histoire et avait estimé que sa disparition constituerait une juste justice, non seulement pour le peuple iranien, mais aussi pour tous les Américains et pour toutes ses victimes. Ces propos d'une rare violence pourraient accentuer les tensions diplomatiques déjà vives entre Washington et Téhéran. Le gouvernement iranien a décrété un deuil national de 40 jours et la fermeture des administrations pour une durée de 7 jours. Dans les rues de plusieurs villes, des scènes de recueillement auraient été observées tandis que d'autres témoignages feraient état d'une atmosphère d'incertitude. Le corps des gardiens de la République islamique, pilier sécuritaire du régime, a dénoncé ce qu'il considérait comme un crime d'agression. Dans un communiqué, il a juré une vengeance implacable et décisive contre les responsables de l'assassinat, affirmant que cet acte ne mettra pas fin à la voie tracée, mais la renforcera. Des déclarations évoqueraient même des actions dirigées contre des intérêts militaires américains, notamment le porte-avions Abraham Lincoln. Ce qui, si cela se confirmait, constituerait une escalade militaire. Par ailleurs, le détroit, voie essentielle du commerce pétrolier mondial, aurait été déclaré zone dangereuse par les autorités iraniennes. Des sources iraniennes indiqueraient que la navigation y aurait été suspendue en raison d'attaques en cours. La télévision d'État a également affirmé qu'un pétrolier serait en train de couler dans la zone. La confrontation en cours potentiellement
potentiellement plus vaste que celle survenue en juin dernier pourrait dépasser les cadres bilatéraux. Une flambée des prix du pétrole serait à redouter avec des répercussions possibles sur l'économie mondiale. Les marchés financiers déjà sensibles aux moindres signaux de tension dans le Golfe pourraient connaître une instabilité accrue. Au-delà de l'aspect économique, c'est l'ombre d'un embrasement régional. Sur le plan institutionnel, le régime iranien aurait mis en place un conseil provisoire chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau guide suprême. Ce triumvirat regroupera le président Massoud, le chef du pouvoir judiciaire ainsi qu'un dignitaire religieux influent, membre de l'Assemblée des experts et du Conseil des gardiens. Cette transition est prévue par les mécanismes institutionnels de la République islamique d'Iran. Dans ce climat d'incertitude, une question domine. Jusqu'où cette spirale pourrait-elle conduire le monde? Entre menaces de représailles, fermeture possible des routes énergétiques et rhétorique agressive, le Moyen-Orient semble suspendu à un fil. L'histoire récente a montré que chaque étincelle dans cette région peut embraser bien au-delà de ses frontières. Mais il reste encore peut-être un espace pour la négociation. Dans l'ombre des discours officiels et des démonstrations de force, la diplomatie pourrait tenter d'éviter que les armes ne deviennent l'unique langage entre les nations. Retour au Mali, la région de Ménaka amorce un tournant majeur dans son développement. Grand chantier en marche avec la construction du gouvernorat, de la préfecture et de la mairie. Plus de 9 milliards de francs CFA. C'est le coût global de ces réalisations qui vise à redonner espoir aux populations et foi aux autorités de la transition. Chérif Moulay Aïdara, correspondance. La construction du gouvernorat de Ménaka, de la préfecture et de la mairie de Ménaka, l'appui des maraîchers en matériel et semences en vue de le soutenir à disposer des activités de génération de revenus. Ce sont là, entre autres actions phares, d'une convention entre le gouvernorat de Ménaka et la GTIP Mali sur le financement de la coopération allemande KfW. Cette convention, d'un montant initial de 10 millions d'euros, puis augmenté de 4 millions, soit 9 milliards 183 millions 398 000 francs CFA, a porté essentiellement sur les infrastructures du gouvernorat et ses annexes, des préfectures, du conseil régional, de la mairie de Ménaka, des infrastructures scolaires, des kits d'eau et des maraîchages ainsi que des équipements. Ces gestes viennent de redonner le sourire aux populations de Ménaka qui découvrent pour la première fois certaines variétés de cultures dans leur chaîne alimentaire. Il y a 4 sites où il y a des associations de maraîchers encadrées par la GTIP et qui ont bénéficié des équipements, ont bénéficié aujourd'hui des semences pour sortir tourner la page du nomadisme qui nous a caractérisés pendant des siècles. Cette action est la preuve de l'engagement des autorités régionales en faveur des populations de la région. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements et d'exprimer ma profonde gratitude au PSM et à la GTIP pour leur engagement constant aux côtés des autorités régionales et communales pour assurer la sécurité alimentaire dans la région. À travers ces donations, la GTIP apporte un appui significatif pour le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires, ainsi qu'à la dynamisation de l'économie locale. Le chef de l'exécutif régional a aussi instruit aux bénéficiaires de faire bon usage des dons reçus afin que chacun puisse en tirer profit. L'ONG Oxfam et ses partenaires initient le projet dénommé Sutura, un projet qui vise à instaurer et renforcer l'autoprotection des communautés en situation de précarité. Le lancement officiel à Ségou, un compte-rendu de Honoré Tienou et Issaba. À cause des conflits au Mali, plusieurs milliers de personnes sont en état de vulnérabilité. Fort de ces constats, Oxfam et ses partenaires initient le projet intitulé « Améliorer la capacité d'autoprotection des communautés en garantissant l'accès aux services sociaux de base et à plaidoyer pour des solutions durables aux crises avec des solutions durables, rapides et adaptées. » Le projet dénommé Sutura en Bamana sera mis en œuvre dans la région de Ségou pour une durée de 2 ans. La présente cérémonie consacre le lancement officiel de ce projet.
projet. Selon les analyses humanitaires récentes, c'est-à-dire l'aperçu des besoins humanitaires qui vient d'être publié, plus de 5,1 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire et de protection en 2026. Ces chiffres traduisent une réalité humaine difficile, celle de familles confrontées à l'insécurité alimentaire, à l'accès limité aux services sociaux de base, mais aussi à des risques accrus de protection. C'est précisément pour répondre à ces défis que nous lançons aujourd'hui le projet Soutoura en langue locale. Il s'articule autour de 3 axes stratégiques, c'est-à-dire la protection des personnes vulnérables, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence, mais aussi le plaidoyer pour des réponses structurelles et durables. Pour mieux présenter le projet aux différents acteurs, des échanges et explications sont faits sur l'objectif du projet, les résultats attendus. Ceci devra permettre aux participants de maîtriser leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre du projet. Je demanderai aux acteurs de s'impliquer pleinement pour que les objectifs assignés au projet puissent être atteints, à savoir l'assistance au PDI, leur protection et leur accompagnement. Le projet Soutoura, qui est à sa 3e phase, est un financement de la Direction générale de la coopération belge au développement, DDG humanitaire, et sera mis en œuvre dans la région de Ségou par Oxfam. À Mopti, on finance un projet de plus de 900 millions de francs CFA pour répondre aux urgences actuelles, mais aussi jeter les bases d'un relèvement durable. On en sait plus avec Boubacar Sankari et Suleiman Tepsouké. C'est sous les regards attentifs des autorités administratives et locales, les services techniques et les bénéficiaires que le projet intitulé améliorer la capacité d'autoprotection des communautés en garantissant l'accès aux services sociaux de base, a plaidé pour des solutions durables aux crises tout en apportant des réponses d'urgence rapides et adaptées, a été lancé. Ce projet humanitaire comporte 3 volets essentiels. La protection, c'est-à-dire renforcer les mécanismes d'autoprotection communautaire à travers la mise en place des comités de protection communautaire. Donc on va leur faire leur mise en place, on va les former, on va les équiper pour qu'ils puissent mener les activités de protection afin de concourir aux réductions des risques de protection dans leur communauté. Donc il y a aussi les activités de résilience, surtout en lien avec la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Ce volet va s'articuler sur la distribution des cash, la distribution des semences agricoles et maraîchères. Le 3e volet, qui est en lien avec les plaidoyers, c'est former les communautés pour qu'ils puissent porter leur voix au niveau des structures décisionnelles. Financé à plus de 900 millions de francs CFA par la Direction générale de la coopération belge au développement, le projet DGD humanitaire va cibler 26 000 bénéficiaires répartis entre 7 villages des communes de Soukoura, Sio, Djéné et Fakala dans la région de Mopti. Je demeure optimiste que la réalisation effective de ce projet s'inscrira non seulement dans le processus d'accélération du changement du cadre de vie des personnes vulnérables, en particulier et des déplacés internes de Mopti, dans un contexte de changement climatique de plus en plus récurrent. D'une durée de 2 ans, le projet DGD humanitaire est mis en œuvre par Oxfam et Action Mopti. Il intervient en plus de la région de Mopti dans les régions de Ségou et Banyangara. Voyons ensemble la première session ordinaire du Conseil régional de Koulikoro, c'est avec Ousmane Koïta. Il s'agit à travers cette première session ordinaire pour les administrateurs du Conseil régional de Koulikoro d'échanger et de partager sur entre autres points l'examen et l'adoption du compte administratif de l'exercice 2025, la validation du plan opérationnel de l'exercice 2026 et l'analyse du procès verbal portant reclassement du personnel contractuel du Conseil régional de Koulikoro. Les travaux ont également porté sur l'adoption du projet de création du fonds social du Conseil régional et le projet de réorientation du droit de tirage de la nécessité exercice 2025 vers le projet d'électrification. Plusieurs autres points ont fait l'objet de débats francs par les membres du conseil d'administration. Après l'analyse des points inscrits à l'ordre du jour, les membres du conseil d'administration ont validé le compte administratif de l'exercice 2025 à l'unanimité à 15 447 36 430 francs CFA. Ce compte administratif, vraiment, on l'a mis avec le compte de gestion du trésorier payeur et nous avons vu que vraiment c'était un très bon compte et les conseillers n'ont pas hésité à voter le compte administratif du président du conseil régional de Koulikoro. Entre autres les points votés, nous pouvons citer documents pour la mutualité,
alors que nous avons trouvé un document formidable. Le point le plus important, ça c'est la création d'une agence régionale d'appui et de financement pour l'inclusion et la promotion. Les recommandations formulées lors de cette première session visent à améliorer les bilans de l'exercice 2026 pour le développement de la région de Koulikoro. Troisième session du comité technique de suivi et de coordination du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali. Le plan opérationnel 2026 se chiffre à plus de 2 milliards de francs CFA. Djemba Moussa Konaté nous en parle. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de la deuxième phase du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali, PASEM 2. En 2025, le PASEM 2 s'est investi dans la structuration et le renforcement des capacités, la gouvernance et l'inclusion sociale, ainsi que l'introduction de mécanismes innovants dans le diagnostic des filières bétail et lait, entre autres. Le niveau d'avancement du programme est jugé satisfaisant par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Sur le plan des infrastructures, des progrès significatifs ont été accomplis dans le développement des chaînes de valeur bétail, viande et lait, la relance de l'unité mobile laitière à Mopti, désormais équipée de matériel adéquat. En matière de structuration et de renforcement des capacités, le programme a favorisé la création de 772 emplois, dont 200 nouveaux, avec une forte participation des jeunes. En 2026, le programme nourrit de grandes ambitions. La mise en œuvre de ces activités permettra de bâtir un sous-secteur de l'élevage plus résilient, plus inclusif et plus performant au service du développement économique et social de notre pays. Pour l'année 2026, les perspectives sont ambitieuses et le budget prévisionnel est estimé à 2 milliards 530 millions 107 280 francs CFA. Elles comprennent la finalisation et la réhabilitation d'aires d'abattage dans certaines localités, la construction et l'amélioration de boucheries, la mise en place d'un centre de collecte de lait à Niafunké, l'aménagement d'une chambre froide à Mopti pour la conservation du lait invendu. Démarré en 2023, le PASEM 2 prendra fin en 2027. Il est financé par la coopération suisse à travers la Direction du développement et de la coopération. Le PASEM 2 intervient à Mopti, Bandiagara, Douanza, Tombouctou, Taoudéni, Gao et Menaka. Il est mis en œuvre par les ONG CAB Demesso, Sahel Eco, Association Soubahi Guimo et Nouveaux Horizons. Poursuivons avec la 36e session ordinaire du Laboratoire national de la santé et courant 2025, le laboratoire a analysé plus de 2000 échantillons de produits consommables. Combat Cissé pour le compte-rendu de la session. La direction du Laboratoire national de la santé chargée du contrôle de la qualité des produits consommables a rendu public ses grandes réalisations au cours de la 36e session de son conseil d'administration. Avec un regard vigilant sur les médicaments, les aliments, les boissons et les eaux, le LNS est fier de l'exécution de son programme d'activité de l'année dernière. Pour la surveillance classique de la qualité des produits, 2034 échantillons ont été analysés en 2025, soit 1106 échantillons de médicaments avec 2,26% de non-conformité pour absence de principe actif, de sous-dosage en principe actif, décès hors spécification et défauts technico et réglementaires. Concernant les aliments, 811 échantillons ont été analysés avec un taux global de non-conformité de 38,59%, majoritairement représenté par les huiles, 36,74% dû à un défaut de fortification en vitamine A. Pour les eaux, 341 échantillons avec des non-conformités diverses, dont 79 échantillons d'eau en sachet. Le LNS est sollicité par d'autres structures pour lutter contre les produits nuisibles et protéger les consommateurs. Dans le domaine des expertises particulières, le LNS a été sollicité pour 14 réquisitions provenant du service des douanes,
de l'Office central des stupéfiants de la police. Par rapport à la formation et recherche, 204 stagiaires ont été reçus au laboratoire national de la santé et 5 thèses ont été soutenues. Avec un budget prévisionnel de plus de 982 millions de francs CFA, le laboratoire national de la santé se fixe comme objectif de redémarrer certaines activités et de renforcer le contrôle des produits alimentaires. Il s'agira entre autres de maintenir et étendre l'accréditation ISO 17025 au laboratoire de contrôle de qualité des médicaments, mais aussi à d'autres paramètres et à d'autres services. De redémarrer les activités du contrôle de qualité des préservatifs, de contrôler les produits des établissements de production et d'importation des médicaments, des aliments, des eaux et des boissons sur toute l'étendue du territoire. Selon le responsable du LNS, la réquisition des nouveaux intrants d'analyse permet à la structure de relever les défis liés au contrôle de certains aliments. Cérémonie de clôture de l'atelier consacré au bilan des activités 2025 et à la programmation 2026 de la DENACIPN. Le reportage est signé Sidiki Diarra et Mamadou Sidibi. Renforcer la gestion des déchets solides et liquides, intensifier la lutte contre les pollutions industrielles, voilà les priorités affichées par la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Pendant 3 jours, experts et responsables se sont penchés sur le bilan 2025 et la feuille de route 2026. Objectif, corriger les insuffisances, consolider les acquis et accélérer l'action sur le terrain. À l'issue des travaux, l'on retient une batterie de recommandations. De progresser davantage à travers le renforcement des capacités de nos structures, donc à travers la diversification des partenariats pour qu'on puisse avoir les financements nécessaires afin qu'on puisse gérer beaucoup de choses, parce qu'il y a eu des difficultés pour gérer certaines choses, mais à cause du manque de financement. Et en dehors de nos partenaires qui sont déjà identifiés, il faut aller à la découverte d'autres partenaires pour qu'on puisse avoir des financements subséquents afin de faire face à nos missions. Dans cette dynamique, plusieurs axes stratégiques ont été identifiés. On peut citer entre autres le contrôle renforcé des unités industrielles, l'amélioration du traitement des déchets, la coordination accrue avec les collectivités, et ce n'est pas tout. Dans cette perspective, une attention particulière devra être portée notamment au renforcement du rôle régalien de régulation et de contrôle environnemental, à l'amélioration de la qualité méthodologique des évaluations environnementales et sociales et au renforcement du suivi effectif des PGS, à l'accélération de la digitalisation des procédures, à la structuration progressive du dispositif de suivi de la qualité de l'air, à la préparation rigoureuse de la mise en œuvre de la politique nationale d'assainissement qui est en cours d'adoption. Des engagements clairs que la DENACIPN attend de traduire en action concrète dès 2026. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Rien Le Traoré, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Nous allons parler de basketball. On le disait hier, éliminatoire Coupe du Monde en Monsieur 2027 au compte du 3e match. On gagne devant l'Angola. Et des 3 pour le Mali. Et oui, après les 2 premières victoires contre l'Égypte, pays hôte, 86-77, contre l'Ouganda, 84-73, le Mali, dans le groupe des éliminatoires du Mondial Qatar 2027, l'emporte devant l'Angola ce soir. Score final 80-79. Au compte du 3e match, bien sûr, le Mali a battu l'Angola en début de soirée, 80-79. L'enjeu principal de cette deuxième fenêtre de qualification était pour les Aigles du Mali déterminés parmi les 3 meilleures équipes de cette fenêtre ambitieuse faite, afin donc d'affronter les autres, c'est-à-dire les 3 premiers des autres groupes de qualification pour la 3e fenêtre. Notons que l'Afrique dispose donc de 5 tickets pour le mondial qui se déroulera en 2027 au Qatar.
Toujours en basketball, Supercoupe, le stade malien de Bamako à Monsieur et le Djoliba AC démarrent bien la saison. La saison 2025-2026 de basketball s'est ouverte hier à l'occasion de la Supercoupe. Le stade malien de Bamako à Monsieur s'adjuge le trophée devant le CRBT 59-54. Le Handam, le Djoliba Athletic Club, gagne face au stade malien de Bamako 50-37. Compte rendu de ces deux matchs, c'est avec Salif Ouedrago. Après une saison 2025 sans trophée majeur, le stade malien de Bamako avait à cœur de se racheter. Mission accomplie face au centre de référence de basketball de Tombouctou, auteur d'un doublé coupe championnat de l'exercice précédent. Les Blancs de Bamako se sont imposés 59-54 au terme d'une rencontre maîtrisée de bout en bout. Dès l'entame, les Sadistes ont imposé leur rythme, prenant l'ascendant au tableau d'affichage et ne laissant jamais leur adversaire repasser devant. Solides en défense et efficaces dans la gestion des temps faibles, ils ont su conserver leur avance malgré les tentatives de retour du centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT dans les dernières minutes. Ce succès permet au stade malien de Bamako et à son nouvel entraîneur Amara Traoré d'entamer la nouvelle saison avec un trophée de prestige. Nous essayons de faire comme l'année dernière en apportant une touche qui va dans le sens du marketing, dans le sens de la communication pour faire vivre la salle, parce que ce qui manque à la salle, c'est vraiment une participation massive. Donc notre souhait, c'est de trouver les mécanismes, les stratégies nécessaires pour mobiliser la famille du basketball autour du basketball. Chez les dames, le Djoliba AC a confirmé sa suprématie face à son éternel rival, le stade malien de Bamako. Les Rouges de Bamako se sont imposés 50-37 au terme d'une rencontre parfaitement maîtrisée. Le premier quart-temps donne le ton 13-6 pour le Djoliba AC. Le deuxième acte de jeu est également à l'avantage des Rouges de Bamako, 10-7, portant le score à 23-13 à la pause. Au retour des vestiaires, le Djoliba AC maintient la pression et remporte encore le troisième quart-temps 15-13 pour un cumul de 38-26. Dans le dernier quart-temps, les joueurs du coach Achatabi Maïga gardent leur sang-froid et s'imposent 12-11, scellant définitivement la rencontre sur le score final de 50-37. Après la Coupe du Mali 2025, les Rouges prouvent une nouvelle fois de plus leur rival d'un titre majeur. Avec ces sacres du stade malien de Bamako chez les hommes et du Djoliba AC chez les dames, la Supercoupe 2026 lance officiellement la nouvelle saison sportive du basketball malien. Et la coach donne envie de gagner beaucoup de trophées, Abdelkarim Kaba. Oui, bien sûr. Parlons à présent de cet espace d'échange et de partage, on le disait en début de ce journal, Ministrika Kene qui s'est déroulé à Gao, Abdelkarim Kaba. Tout à fait, la direction régionale de la jeunesse de Gao a servi de cadre à la tenue donc de la rencontre intitulée Ministrika Kene. Les échanges ont été francs et constructifs entre le ministre Fomba et ses interlocuteurs. Le compte rendu est signé Sambari Haïdara. C'est ici, dans la salle de conférence du gouvernorat de Gao, que le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré les responsables des différentes ligues sportives pour échanger avec eux sur les nouvelles orientations préconisées pour le développement du sport. Nous avons aujourd'hui modifié la loi qui régit les activités physiques et sportives du Mali. Il fallait, dans le cadre de la nouvelle loi, renforcer aujourd'hui la position de l'État en termes de rôle de suivi et de contrôle. Les responsables des différentes ligues sportives ont salué cette initiative du ministre Fomba. Nous avons évoqué les problèmes qui nous tiennent à cœur, comme le problème d'infrastructures de haut niveau pour la région de Gao, le problème des formations de nos encadreurs, entraîneurs et arbitres. Le fait de venir vraiment à la source, s'enquérir effectivement des problèmes de doléances des gens, c'est vraiment quelque chose que nous avons beaucoup apprécié. Cela effectivement va permettre de mettre en synergie toutes les doléances, de mettre en synergie l'expression des besoins, et quand les besoins sont exprimés, ça nous permettra effectivement d'avoir des réponses idoines pour le sport. Les préoccupations des différents intervenants ont eu une oreille attentive. Le département est 100% disponible pour les formations. Parce que si vous êtes formé ici,
nous on aura tout gagné. Mais si vous avez toutes les infrastructures et que vous n'êtes pas bien formé, ça ne marchera pas. Vos compétitions sont connues. Donc si nous avons par exemple des agendas 2-3 mois à l'avance, peut-être on peut préparer une planification et essayer de négocier certains types de transport par rapport aux compétitions que vous avez. En fin de rencontre, le ministre a procédé à une remise de vivres aux différentes ligues sportives avant de participer dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité à la rupture collective du jeûne de Ramadan. Beaucoup de sourires, oui, et beaucoup de sourires. Et nous allons continuer avec de la joie. Beaucoup de joie à Kidal également. Racontez-nous. Tout à fait, avec les couches juvéniles, surtout la 8e région administrative retrouve sa joie de vivre d'antan une dynamique soutenue par une ferme volonté des autorités administratives et les forces de défense et de sécurité de notre pays. Les couches juvéniles multiplient les activités sportives et culturelles pour consolider les vivres ensemble entre les fils de la région. On en sait plus avec Sidi Elmedi Ag Albaka et Moussa Togo. À Kidal, la nuit n'est plus synonyme de silence. Elle devient un terrain d'expression, d'énergie et de cohésion sociale. Quand le soleil se couche sur la cité de l'Adar, les terrains s'illuminent et la jeunesse prend les relais. Les activités sportives animent la ville. Des matchs de football, de basketball, de la pétanque et même une scène de causerie autour du thé pour parler du rôle de la jeunesse dans la construction de notre pays. Comme vous pouvez le constater ici, pratiquement chaque soir, les jeunes se retrouvent ici dans les terrains municipaux de Kidal pour les jeux sportifs, pour discuter, échanger sur l'actualité du pays, en même temps ce qu'ils peuvent apporter pour le pays. On peut dire que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et cette jeunesse, elle est consciente de cela parce qu'elle veut le changement. Ces rendez-vous nocturnes sont bien plus que sportifs. Ils renforcent la cohésion sociale, ils occupent sainement la jeunesse et ils transmettent des valeurs de discipline et de respect dans un climat de sécurité. Avec les Marcana, nous on a plus de temps à passer ensemble. Ça nous amuse en fait, on passe du temps et puis on est à l'aise pour le moment quand même, rien de dérangeant quand même, on se sent en sécurité. Dans une région qui aspire à la paix et à la stabilité, voir la jeunesse vibrer autour du sport est un symbole fort à Kidal. La 8e région administrative montre ainsi un autre visage, celui d'une ville debout, dynamique et tournée vers un avenir radieux. Surtout avec la jeunesse, avec les différentes compétitions sportives, le basketball, le football, pétanque, sans oublier le volleyball. Et ça bouge beaucoup là-bas. Merci pour ce reportage. Notre station régionale de Kidal. C'est tout? C'est ce qu'il fallait retenir ce soir. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. La suite de ce journal, le Mali perd l'un de ses illustres ambassadeurs culturels. Il s'agit du maestro Bonkana Maïga, figure emblématique de la musique mandingue et pionnier de l'afro-cubaine malienne, officier de l'Ordre national du Mali, compositeur de génie, arrangeur d'exception et directeur général de Maestro Sound. Il laisse un héritage musical immense, façonné par plus de 50 ans de création et de transmission. Avec sa disparition, c'est une page majeure de la culture malienne qui se tourne. Le maestro repose désormais au cimetière de Faladje et c'est toute une nation qui pleure celui qui a fait rayonner le Mali bien au-delà de ses frontières. Moussa Kamara, Toumani Djabati. Silence dans les studios, émotion sur toute la scène, le maestro ne dirigera plus. Ce 28 février 2026, à Bamako, Bonkana Maïga s'est éteint, laissant le Mali et toute l'Afrique en deuil. Compositeur et chef d'orchestre d'exception, il a porté la musique malienne bien au-delà des frontières. Père attentionné, il a transmis à ses enfants le respect et l'amour de ses racines. Sa fille Ramata Maïga et les siens héritent d'un héritage immense. Papa a appris que le talent est un don, mais le travail est un devoir. Nous a appris l'humilité, le respect. Papa, tu as été notre force. Papa, repose en paix. Les ressortissants de la boucle du Niger n'ont pas tari d'éloges envers le maestro Bonkana Maïga. Parmi eux, Amidou Younoussa Maïga, membre de sa famille, a tenu à saluer la mémoire de cet illustre artiste.
Bonkana appartient à tout le Mali, à toute l'Afrique, mais il a un terroir. Sa mère est de Bourem, son père de Gao. Je voudrais que les gens comprennent que ses racines au Mali et à Gao sont profondes, datent de plusieurs siècles. Directeur général de Maestro Stand, Bonkana Maïga a formé des générations d'artistes à la rigueur et à l'excellence, inspirant ses collaborateurs dont Abdul Berté, qui salue un père, un guide, un perfectionniste inspirant. Il était un père à nous, parce qu'à chaque fois il nous donnait des orientations, des conseils. Et en dehors de cela, M. Bonkana Maïga, franchement, j'ai su à travers notre collaboration qu'il était là, pas seulement pour les Maliens, pour toute l'Afrique et pour le monde entier dans le cadre de son travail. Ses compagnons de scène évoquent un visionnaire capable de marier la Kora au cuivre latin, de faire dialoguer Bamako et la Havane dans une même respiration musicale. Il est parti, mais il n'est pas parti, il est avec nous. Nous avons, dans les années 70, eu le privilège de jouer avec Aragon quand j'étais dans le Ray-Ban. Monsieur Bonkana, c'est l'homme qui a fait de moi, après Dieu, celle qu'on appelle aujourd'hui Maman Africa. J'ai été façonné, moulé par mon maître, mon père, qui est Monsieur Bonkana Maïga, par le truchement de Monsieur Georges Benson, qui à l'époque était le directeur de la télévision ivoirienne. Je suis triste, mais en même temps je rends grâce à Dieu. Au chevet de ce grand maestro aujourd'hui, on ne peut rien dire ce qu'il n'a pas dit. Qui n'a pas entendu parler de Bonkana Maïga? Ce maestro, nous avons beaucoup collaboré, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Moi qui suis là. Nous sommes vraiment tristes, non seulement parce que c'est une icône de la musique africaine, de la musique au monde, mais nous pleurons surtout un parent, un papa. C'était plus que le simple maestro, c'était plus que le simple maître, c'était plus que la simple référence en matière de musique. Il a été très bien. Il a voulu aider tout le monde et il a pu aider ceux qu'il a pu aider, et du fond du cœur. Il a fait connaître le Mali à l'extérieur. Et sa famille, elle est pleinement avec toutes les autres familles là, à Bamako et à travers le monde. Sincèrement, c'est un baobab qui est tombé et qui ne se relèvera jamais. La nation lui a rendu un dernier hommage à son domicile à Bago-Djigoroni. Famille, amis, artistes, autorités administratives dont le ministre en charge de la culture, Mahmoud Dafé, était présent pour accompagner le maestro en sa dernière demeure. La République est reconnaissante de tous les efforts de ce créateur. Bonkana n'était pas seulement un grand artiste. Bonkana était un visionnaire, un grand créateur, en son temps un grand organisateur, un homme de culture par excellence qui avait la passion et qui avait foi à son pays. Et c'est pourquoi il a passé les derniers moments de sa vie, malgré ses talents, malgré ses connexions dans le monde, il avait choisi de vivre au Mali, de travailler à côté des artistes maliens. Bonkana était un des formateurs hors pair. Donc Bonkana, c'est un pilier de la musique malienne et africaine. Dans le souffle des cuivres aux accents afro-cubains, dans la cadence des cordes mandingues réinventées, l'âme de Bonkana Maïga circule encore, légère et souveraine. Et tant que le Mali fera vibrer la terre sous les pas de ses danseurs, le maestro marchera parmi les siens, invisible mais éternel. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Un grand merci à nos téléspectateurs de Bourem et de Gao. Fin de ce journal. Demain 13h, Abdul Karim Kaba. Bonsoir à tous.